Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse de ce rebond sur BTC, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'est passé lors de ce rebond. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est terminé, qu'on va désormais retracer, ou alors est-ce qu'il va continuer? Ça va être la grande question de cette vidéo. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement analyser pas mal de choses au niveau macro et on va descendre dans les unités de temps de Bitcoin pour essayer d'aller chercher des indices comme quoi ce mouvement va continuer ou va s'arrêter. Donc on passe et on ira faire après, si on a le temps, une analyse du IOTA, donc pour une crypto qui potentiellement peut présenter des jolis signes de rebond. À partir de là, on passe sur le prix du BTC, donc bien entendu. Ici, on est en daily. Hier, j'ai fait la vidéo par là en vous disant que pour moi, un mouvement violent allait s'annoncer vers le haut. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. On a eu 2000 $ de plus. Et là, on vient au contact de ce qui était auparavant un support oblique et désormais potentiellement une résistance. Et là, vous voyez qu'on latéralise un petit peu. Donc la journée d'aujourd'hui va être cruciale pour savoir si on réintègre vraiment, si ce mouvement est de toute violence ou pas, c'est-à-dire comme ce type de mouvement-là, par exemple, ou alors si les choses vont désormais se calmer. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les indicateurs de momentum. Là, on n'a pas de divergence notable sous le prix. Potentiel ici, divergence en daily. Vous voyez qu'ici, le prix descend et donc le prix descend, le RSI augmente. Vous voyez que là, on lit une haussière parce qu'elle se trouve sous le prix et sous le RSI. Hein. Donc du coup, c'est une haussière. Tout ce qui se passe au-dessus du prix et au-dessus du RSI pousse le prix vers le bas. Tout ce qui se passe en dessous, et on parle de divergence, donc c'est-à-dire le prix va dans une direction opposée du RSI. Au niveau de MACD, ben, on voit ici que potentiellement, comment dire, ce mouvement-là a été beaucoup plus fort que celui-là. Vous le voyez, le ballon rebondit de moins en moins et que là, on va potentiellement cross bullish au niveau de la ligne de signal et passer la zone de neutralité au niveau de MACD. Sur, à part un point d'achat ici potentiel aujourd'hui sur Market Cypher, rien à dire. Maintenant, on va descendre en 4 heures. Toujours donc sur une analyse de momentum. Descendre en 4 heures. Ici, on n'a pas grand-chose à lire en termes de divergence. On en a une. Oui, on en a une ici. Bon, vous voyez qu'elle a joué, hein, puisque le prix a latéralisé. Hop, autant pour moi. On avait une petite baissière ici. Vous voyez que là, je regarde au-dessus du prix. On avait une petite baissière ici qui a joué aussi, puisque depuis, on a latéralisé. Donc voilà un petit peu l'idée. On a une vraie haussière et une vraie baissière. Là, pour le coup, elles sont dans le bon sens. Si jamais on avait eu sous le prix quelque chose comme ça aurait été une haussière cachée. Et si jamais on avait eu, donc du coup, sur le prix, quelque chose comme ça aurait été une baissière cachée. Quand je dis sous le prix, vous comprenez bien que ici, du coup, ça veut dire que là, le prix est là, et là, le prix et le RSI est là, d'accord? Et quand je parle de divergence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le même sens, ok? En 4 heures, au niveau MACD, le momentum repasse clairement bullish là à l'instant T. On aimerait bien que ça repasse au-dessus, là, vous voyez, de ce point-là. C'est-à-dire que ce mouvement ici est moins fort que celui-là. C'est ce qu'on veut. On veut des mouvements de plus en plus forts. Un ballon qui rebondit de plus en plus. Et sur le VMC Market Cypher, vous voyez qu'on accumule en 4 heures les divergences haussières ici en dessous et les potentiels points d'achat. Vous voyez ici sous le prix les points d'achat, les points en surbrillance. Ici, suite à une barre de divergence, vous avez un point en surbrillance qui vous indique un potentiel bon endroit pour acheter. Donc ça, c'était, on a eu l'info, il y a de ça maintenant le 25, voilà. Donc hier à 14 heures. À partir de là, en général sur Cypher, on attend que la bougie soit clôturée, donc c'est-à-dire qu'on attend de passer sur le côté. Donc on aurait eu un potentiel point d'achat en fait au début de cette bougie-là, voilà, au début de cette bougie-ci. Donc là, Cypher était plutôt bien en résonance, on va dire, avec ce qu'il allait se passer sur le prix. Hop, hop. Maintenant, on va passer directement en 15 minutes. Hein, on ne va pas faire toutes les unités de temps. On va essayer d'avoir quelque chose de plus probant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au-dessus du prix? Pour moi, on casse une traîne de RSI, là.
Elle n'est pas tout à fait cassée, hein. Non, elle n'est pas tout à fait cassée. On va peut-être, dans les minutes qui arrivent, ce sera peut-être pendant la vidéo ou quoi, en 15 minutes, casser cette petite traîne de RSI baissier. Vous voyez qu'ici, le RSI n'arrête pas de descendre alors que le prix fait, lui, des plus hauts. Donc ça, pour moi, ça institue en 15 minutes une potentielle divergence baissière. Là, entre ce point-là et ce point-là, rien de notable. Ici, vous voyez qu'en 15 minutes, le prix descendait. Le RSI montait très légèrement, enfin je pense, hein, à vérifier. Oui, le RSI montait. Donc là, on avait une haussière en 15 minutes. Et ici, on est en train plutôt d'avoir un mouvement acheteur qui s'essouffle. Vous voyez que là, le MACD n'arrive pas à partir vers le bas, il n'y a pas vraiment de direction. Et en 15 minutes, en revanche, vous voyez qu'ici, on avait un point de vente qui nous a été donné. Donc à la bougie suivante, c'était ici. Pour le moment, on serait tout juste à l'équilibre, ici. Et voilà, on voit aussi sur, et moi j'aime bien regarder ce type de choses-là, en 15 minutes, on est en train de finir un mouvement d'entrée d'argent. Bon, alors peut-être aussi parce que les marchés américains sont désormais fermés. Donc en fait, on a fait hier ce recover sur toute la montée, là. Donc l'argent est re-rentré pendant la session Wall Street. Ensuite, il a continué à rentrer pendant la session asiatique. Et pendant la session européenne, on s'est un petit peu calmé sur les entrées d'argent. Pour moi, je le lis comme ça, ok? Donc voilà, vous avez vu que ici on est allé voir un petit peu tout ce qui se passait. Est-ce qu'on a des figures chartistes, par exemple, en 15 minutes pour un petit scalp ou quelque chose d'intéressant à lire? Non, pas à l'instant T. Non, on peut pas avoir un bull flag ici. Ici, il y a eu 3 bull flags de suite quasiment. Donc là, vous auriez pu prendre des bons petits trades sur ces bull flags-là. Avec à chaque fois, je pense qu'à chaque fois, la target est touchée. Donc voilà, rien en 5 minutes qui peut nous dire qu'on va repasser haussier. Rien en daily non plus. Enfin, rien en... Oui, en daily, on est plutôt bullish. En 4 heures, on est plutôt bullish. Mais en 15 minutes, tout de suite, on pense plutôt à un éventuel retracement. 4 heures, je dis plutôt bullish. C'est nuancé, hein. On a quand même ici un beau point d'achat. Ça a quand même joué là, cette histoire-là de. Si, ça reste quand même plutôt bullish en 4 heures. Allez, bon, ça reste plutôt bullish en 4 heures. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse de momentum. Ensuite, on va aller voir du coup les news. Dans les news, on nous parle à nouveau d'une potentielle troisième guerre mondiale du côté de l'Afrof en Russie. Je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères. Ici, les futurs sur les stocks qui vraisemblablement... on nous parle des earnings. Oui, d'ailleurs, les earnings d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en earnings? On va avoir Microsoft, Google et Visa dans les gros qui vont aujourd'hui donner donc leurs résultats du premier trimestre. Donc ça pourrait peut-être bien, si jamais Microsoft, Google et Visa ont fait des bons profits, relancer un petit peu le Nasdaq. Et donc il y a des vases communicants entre le Nasdaq et le S&P 500, donc potentiellement relancer aussi un petit peu le S&P. Donc, où j'en étais là? Oui, j'en étais à Wall Street Journal. News qui pour moi ça reste toujours important quand un pays vient adopter Bitcoin. Je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Donc là, c'est le deuxième, donc la République centrafricaine qui vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Donc voilà, c'est un projet de loi. Et on sait très bien qu'en Afrique, Bitcoin peut vraiment peut vraiment apporter des solutions parce que peu de personnes ont l'accès à une banque, mais la plupart de la population a accès au fait d'avoir un téléphone mobile. Donc voilà, et il y a désormais des très belles solutions de 4G qui ont été déployées en Afrique. Donc pourquoi pas pour la République centrafricaine jouer cette carte-là. C'est plutôt intelligent, je pense, en tout cas, d'en faire partie. À partir de là, pour moi, ce qui est très important là dans CoinDesk, la seule news qui est vraiment importante, c'est ça. Alors peut-être qu'on aura un meilleur article ailleurs. Non, c'est le fonds d'investissement Fidelity. Fidelity, c'est quoi? C'est tout simplement, je travaille aux États-Unis, je veux cotiser pour ma retraite. Ce service de cotisation pour la retraite
est obligatoire. Admettons, quand je fais partie d'une société, elle-même a choisi un fonds d'investissement pour gérer la retraite de ses employés. Donc du coup, je suis obligé de cotiser pour tel ou tel fonds d'investissement. Vous savez que les Américains utilisent les fonds d'investissement pour capitaliser leur retraite, alors que nous sommes sur une répartition, c'est-à-dire que la tranche des jeunes va payer pour la tranche des retraités, alors qu'aux États-Unis, vous capitalisez toute votre vie pour libérer l'argent au moment où vous arrivez à la retraite. Voilà, c'est un système qui est différent. Et là, Fidelity, qui est un très 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 gros, je pense que c'est un des plus gros fonds d'investissement de cotisation pour les retraites aux États-Unis, va donner la possibilité sous quelques mois à comment dire, les employés pourront donner la possibilité à leurs employés, oui, de choisir le Bitcoin comme une partie de leur fonds d'investissement. Ça sera capé à 20%, mais je trouve que c'est super intéressant de voir ici déjà cet afflux d'argent qui peut potentiellement être assez impressionnant, puisque si jamais eux le font, il est possible que la plupart des fonds d'investissement ensuite se dirigent vers ça. Et puis, je trouve que c'est plutôt intelligent en termes de diversification. Tout simplement, les actions de cette année n'ont pas fait des énormes... euh, ils ont fait des énormes bénéfices, mais ce que je veux dire, les actions sont en ce moment en train de retracer un petit peu. Donc, ça peut être un potentiel de diversification très, très intéressant pour ces fonds d'investissement que de rentrer sur Bitcoin. En ce moment, Bitcoin se comporte un petit peu comme une action tech, c'est-à-dire qu'au moment où il y a des sell-off, au moment où il y a des sell-off sur la tech, il va y avoir des sell-off sur Bitcoin aussi, tout simplement parce qu'il y a pas mal de Bitcoin spéculatifs et que du coup, on est un petit peu sur la même chose qu'une action Tesla ou une grosse capitalisation, voilà, Google, ce genre de choses. Mais à terme, on sait tous que, et tous les fonds d'investissement le savent, que Bitcoin va proposer une diversification différente. Il y a d'ailleurs un problème de classification de la part des fonds d'investissement qui est tout simplement au moment où vous rentrez du Bitcoin, ils ne savent pas dans quelle case le mettre en fait en réalité. Normalement, vous allez avoir une case asset à risque, vous allez avoir une case, on va dire, réserve de valeur, vous allez avoir une case action tech, portefeuille dynamique, vous allez avoir une case monétaire, vous allez avoir une case gold, vous allez avoir une case là, ils savent pas trop où mettre Bitcoin. Est-ce que c'est une action tech? Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que c'est une devise? Est-ce que c'est donc voilà, c'est intéressant. Et du coup, je voyais une interview la dernière fois d'un mec qui tient un fonds d'investissement et il disait, on a du mal à connaître la réelle comment dire rentabilité de Bitcoin pour nous en termes de pourcentage et pour le pays, parce que tous les fonds d'investissement le mettent dans une case un peu différente. Et donc, du coup, ils ont du mal à agréger ici et potentiellement, là, peut-être qu'on est en train de créer, tout simplement, en proposant aux gens de le faire pour leur retraite, on est en train de créer une case, tout simplement, crypto-monnaie qui n'existait pas jusque-là. Donc, je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Et j'ai peut-être fait un petit peu longtemps là-dessus, mais je pense que c'est important de le comprendre que Bitcoin peut être une magnifique opportunité de diversification de portefeuille pour ces sociétés qui sont en fait tout simplement obligées de diversifier énormément pour répartir le risque. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, et pour moi c'était vraiment ça une info importante, le fait que des gros fonds permettent de rentrer sur la capitalisation retraite des Américains. On a aussi bien évidemment l'OPA de Elon Musk sur Twitter, 44 milliards de dollars. Ça va devenir une société privée, donc c'est vraiment intéressant. Bon, alors, Musk nous parle d'enlever la censure sur Twitter, etc. Donc, à voir. Bon, pour moi, plus c'est centralisé, au plus il y a un potentiel risque de censure, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le calendrier? On est le 26. Le 26. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Sincèrement, pas grand-chose qui puisse, en tout cas, euh, qui puisse impacter Bitcoin directement, on va dire. Voilà. Donc voilà. Alors ça c'est pas mal. Ensuite on continue. On a fait le fondamental dorénavant. On va continuer sur le sentiment, donc le carnet d'ordre. Ici on est sur le carnet d'ordre sur Binance BTC USDT. Des petits ordres ici qui s'insèrent sur cette montée. C'est pas énorme, mais il y en a quelques-uns. 85 Bitcoin ici, 54 et 70. C'est vraiment pas énorme.
43. Donc rien de bien méchant ici. On a toujours des ordres ici qui sont présents à l'achat. Vous voyez que sur cette descente, on a énormément d'ordres qui étaient apparus là ici. Donc il y avait des gens qui étaient au courant un petit peu de ce mouvement-là, ou en tout cas qui l'avaient pressenti, ce mouvement donc du 22 jusqu'à aujourd'hui, donc de 3 jours de baisse. Cette jambe baissière supplémentaire, on va dire, voilà. Et ici, on n'a pas énormément vendu sur la montée. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est apparu, à part ici 136 bitcoins qui viennent d'être touchés là et qui ont été vendus. Est-ce qu'on a des choses qui peuvent barrer la route du prix au-dessus? On a 75 bitcoins ici, 150, donc les 41 500 vont être plutôt difficiles à passer. 42 000 difficiles à passer aussi. Et au-dessus, pour moi, on avait des ordres plus importants là hier, mais qui ont disparu. Bon, globalement, on a quand même plus d'ordres ici à la vente, proche du prix, que d'ordres à l'achat. Donc, on pourrait l'identifier comme ça va être difficile de passer au-dessus. Gros niveau d'options pour la fin du mois. Le max pain price qui est désormais passé à 41 000. Vous voyez qu'on a un gros strike ici au 42. C'est un strike de call. Donc du coup, potentiellement, je pense qu'on terminerait peut-être ici entre 42 et 43 pour moi, plus qu'au 41. Ce gros strike-là pourrait être donné perdant. Donc peut-être monter au-dessus de 43. Néanmoins, à 41, on est au max pain price. Donc on est très bien. Vous voyez ici, vous comprenez que c'est en fait là où est la droite rouge que le plus de personnes perdent. Et là où elle est le plus bas, c'est tout simplement là que les vendeurs d'actions sont contents. Donc potentiellement entre 41 et 43 999 pour ce vendredi. Ensuite, on va faire les leviers. Les leviers, donc j'ai fait la vidéo hier, j'ai fait la vidéo donc le 25, j'ai dû la faire vers milieu d'après-midi, je pense. On devait être par ici, à mon avis, même j'ai peut-être fait le soir. Donc ce rebond là ici a été longué, vous voyez que le nombre de contrats augmente et on a plutôt des longues qui sont rentrées. Donc on aura des niveaux à revenir chercher potentiellement de liquidité. Alors un assez gros par là, donc on va le mettre en rouge, c'est un niveau de longue à prendre. Vous voyez on est venu chercher ce niveau là pour le short squeezer. Au dollar près, on est venu chercher ce niveau là aussi. Ensuite, en autre niveau de longue, on a eu une réaugmentation. Je vais zoomer un petit peu pour que ça soit bien clair ici. Hop. Hop. Voilà. Tac. Donc, forte augmentation ici. Et oui, bah, c'est le niveau qu'on a noté tout à l'heure. À nouveau, forte augmentation ici, toujours en funding positif. Donc, on a aussi un niveau à prendre là. Et ici, encore de l'augmentation. Elle commence ici, elle se termine par là. Donc là, on est peut-être en train d'initier un mouvement baissier qui part de là pour aller renettoyer un petit peu ce qui s'est mis au milieu là. Ce niveau-là avait été pris. À partir de là, moi, j'identifie surtout un gros niveau au 38 600. Donc, où est-ce que je l'avais mis? Hop, voilà. Voilà, j'avais identifié celui-ci comme étant, pour moi, important à venir prendre aux 38 600 dollars. J'ai ce prix en tête, donc du coup, ça pourrait être quelque part qu'on vienne chercher à l'instant T. Ça permettra de revenir à ces niveaux-là à peu près d'open interest, si jamais tout s'est construit un petit peu sur du long. Et puis, voilà, globalement. Hein. Vous voyez qu'on est en milieu de range. Là, ici, on fait un petit peu un range sur l'open interest. Là, on est à peu près au milieu. Donc du coup, on pourrait aussi bien réaccumuler du levier au-dessus et ensuite déleverager, comme déleverager tout de suite, comme on l'avait fait là, 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 là. Vous voyez que là, à tous ces niveaux-là, on avait déleverager. Là, on avait laissé partir l'open interest, on avait redéleverager la totalité du range d'un coup. Là, on l'a laissé partir, on a redéleverager tout de suite. Bon, bref, c'est intéressant. En tout cas, des forts niveaux de funding ici et les niveaux d'intérêt ne sont pas incroyables non plus, c'est-à-dire que on est sur une augmentation de 7,54 à 7,70, donc 240 millions. Sur la totalité des altcoins, c'est pas énorme, mais ça veut dire qu'il y a des liquidations ici à venir prendre. On va aller voir si c'est le cas sur iBlock. iBlock, désormais, vous voyez qu'on passe en delta. Le delta est favorable aux longueurs, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus de longueur que de shorter depuis les 5 derniers jours en position. Vous voyez qu'on a une grosse position qui s'est ouverte ici en longue, avec un prix au 38,7. Voilà, hein. Donc pour moi, les 38,6, peut-être potentiellement un tout petit peu plus bas.
Ouais, ouais, bon, là, je sais pas si ces positions-là vont pas se fermer. On va dire 38, on va rester sur 38,5, voilà, vous voyez que là, dès qu'on a ouvert ce gros short ici, bah, on est venu le chercher, tout simplement. Et on a nettoyé au passage celui qui avait été ouvert la veille aussi. Et en gros, on aurait ici, à la montée, potentiellement des choses à venir prendre jusqu'au 41, 42 dans un premier temps. C'est ce qu'on va aller vérifier sur Kingfisher, le Martin pêcheur, comme l'ont fait justement. euh, Comme l'ont justement notifié des abonnés sur Discord. Discord, j'en profite également pour vous dire de surtout pas hésiter à venir prendre des informations sur Twitter et discuter avec nous. Alors là, Kingfisher, il nous dit, bon, t'as une tour des deux côtés. T'as un peu le choix d'aller en haut, plus haut, ou d'aller en bas. Globalement, on peut initier ici que c'est le fondamental qui va primer. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contexte macro ici va nous dire, eh ben, à l'ouverture de Wall Street, là, donc dans 1h10, le contexte macro va nous dire, bah, la séance boursière est plutôt haussière ou baissière, et donc du coup, le prix prendra le chemin de moindre résistance. Sinon, ça coûterait trop cher aux market makers de venir pousser contre la volonté du prix, ou pousser, en fait, ils accompagnent en général souvent des mouvements, les market makers. Market makers, qui sont les gens qui vont venir chercher théoriquement les liquidités des leviers, donc les poches de liquidités qui sont là et là. Donc en gros, ici, comment dire, selon Kingfisher, on nous parle plutôt des 39, simplement revenir visiter 39 serait suffisant, et on nous parle à la hausse d'aller chercher 700 $ plus haut, c'est-à-dire les 41,2. Donc si on suit Kingfisher, on se dit qu'il y aura d'abord un mouvement haussier puis un mouvement baissier si la narration sur les marchés le permet. Si on suit Coinalyze, on se dit qu'il y aura peut-être potentiellement plutôt un mouvement baissier puis haussier. Donc la traduction ici, c'est potentiellement, donc là on est en 4 heures, mais en daily, potentiellement, soit on vient ici chercher les 41,2, vous voyez, c'est le niveau que j'identifie ici comme étant désormais une résistance, donc ça voudrait dire réintégrer la figure et ensuite pullbacker légèrement dessous, donc ça voudrait dire au niveau d'action de prix, si on suit Kingfisher, hein, ça serait faire ça, et puis 40, et puis ça, voilà. En gros, et si jamais on suit, comment dire, Coinalyze, etc., les différentes analyses du moment, ça voudrait dire revenir ici, et puis ensuite accumuler du short, et potentiellement se retourner, ou venir chercher plus bas, selon ce qui s'est construit au 38 500, une fois qu'on y sera. Néanmoins, on sait qu'on a quelque chose à prendre pour l'instant, qui n'est pas énorme, mais qui est là, au-dessus du prix, à ce niveau-là. Voilà pour l'analyse de prix. On va faire un tout petit peu de macro parce que je voulais vous montrer la journée d'hier sur la bourse. Journée qui a été au début baissière et ensuite haussière. On a commencé à initier les deux ou trois premières heures plutôt de la baisse et ensuite on est reparti à la hausse. On a clôturé sur des bougies vertes un petit peu partout. Ça, c'est le SP 500. Ça, c'est le Nasdaq qui est un petit peu temporisé ici en fin de journée, mais où il y a eu, vous voyez, un énorme volume, donc un gros niveau de défense sur la fin de journée sur le Nasdaq et l'US Tech. L'US Tech, donc les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq, qui lui aussi est sur une belle disposition pour repartir potentiellement plus haut. Là, ici, on a un très joli bull flag qui pourrait potentiellement nous donner quelque chose aujourd'hui de relativement haussier. Très joli, bon, c'est un peu... Il n'est pas très joli en fait. Il y a un potentiel bull flag, voilà. Le VIX à 27, donc l'indice de la peur sur les marchés. Vous savez qu'au-dessus de 40, ça veut dire qu'on est très très mal. Bon, là, il est à 27. Hier, il a frisé, je crois, un petit peu avec les... Ouais, il a frisé avec les 32, 33. Donc ça, c'est à surveiller aussi. Et puis voilà, les bons à 10 ans. Alors ça, c'est ça en fait, voilà, dont je voulais vous parler, mais je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé hier. On a un dollar ici qui est relativement haussier. Ça veut dire que le cash ne sait pas trop où aller. Cependant, le momentum, on le voit là ici, est en train de se calmer sur cette hausse du dollar. On a d'ailleurs énormément de divergences baissières qui s'accumulent les unes les autres. Ici, avec le prix monte et le RSI en daily est totalement baissier.
avec le momentum, malgré le fait que le prix monte, n'arrive pas à faire des plus hauts. Donc là, on est potentiellement sur des niveaux de divergence importants pour le dollar qui, théoriquement, selon les analyses de momentum, devraient ici se calmer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sent ici que l'argent a envie de revenir sur les marchés. On ne peut pas rester trop longtemps en dehors des marchés si on est en dollars, tout simplement parce qu'en ce moment, il y a 8% d'inflation. Donc le faire pendant un mois, vous perdez déjà 1% de votre capital, pour faire simple, hein. Il n'y a pas 8 mois dans l'année, mais voilà, vous comprenez, le mécanisme de simplicité. Voilà. Donc à partir de là, on voit que l'argent revient un petit peu sur les bons du Trésor à 10 ans et les bons du Trésor à 2 ans. Pourquoi? Parce que le taux diminue. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de demandes donc, du coup, pour ces obligations-là. Donc on sait ici que l'argent est en train de revenir dans un premier temps vers les obligations. Le fait que Nasdaq ait potentiellement ici marqué un retrait, alors c'est pas, vous voyez la grosse chute et on a juste une toute petite bougie verte à un endroit. Je veux dire, on n'est pas encore sur une structure, il n'y a rien de validé hein, sur ce que je vous dis là. Mais potentiellement, en tout cas, un retracement au moins ou quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu plus, au moins, comment dire, de latéraliser un petit moment, etc. Pourrait donner un petit peu de jus à Bitcoin dans la mesure où les actions tech sont en ce moment un petit peu la manière dont Bitcoin réagit. Ici, on voit un rebond quand même du pétrole de Brent et du blé. Donc, je pense qu'il y a des... Au niveau de la guerre, ça doit se sentir un petit peu pas très bon. Alors, le pétrole avait été redescendu un petit peu par rapport au confinement en Chine. Et le blé, là, ici, qui prend 3%. Donc, vous voyez qu'au niveau du blé, on est sur quand même une hausse assez conséquente hein, de 772. Le blé a pris 40% quasiment hein, depuis tout simplement le mois de février. On va passer sur IOTA. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai donné un petit peu mon sentiment sur tout ça. Si je devais moi privilégier un scénario, ça serait c'est difficile de dire. Est-ce qu'on sera rejeté ou pas par ce support-là, ou est-ce qu'on va réintégrer tout de suite, ou en tout cas, voilà, essayer de jouer un petit peu avec ça. Non, pour moi, on repull back ici sur les 39, là, sur cette ligne-là. Voilà, j'aurais plutôt tendance à dire ça. C'est-à-dire que dans l'optique où on vend les supports et on achète, on vend les résistances et on achète les supports, je verrais plutôt quelque chose comme descendre tout de suite jusqu'au 39,6, jusqu'au 39, 38,6 et ensuite réintégration de la figure. Je pense qu'ici on a besoin de latéraliser un petit peu pour souffler. Voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas forcément ce qui va se passer, hein. Je suis moins confiant que hier quand je vous annonçais un rebond, où vraiment là j'étais assez confiant dans ce que je disais. Voilà, on pourrait très bien aussi aujourd'hui avoir une journée très haussière grâce aux earnings sur les earnings de Microsoft, Apple, etc. Enfin, je ne sais plus qui y avait exactement dans les earnings, mais on était sur Microsoft et Google, Alphabet. Voilà. Bon, bref, on va passer à IOTA. Qu'est-ce que c'est IOTA? Déjà, pour faire le fondamental de manière assez simple, imaginez que c'est l'Internet of Things, donc c'est-à-dire vous avez des objets qui sont connectés, vous avez de la data, vous avez dans le Web 3.0 des tas d'informations qui vont circuler. Si vous les stockez dans une blockchain où les machines connectées ont une identité, les gens ont une identité, vous avez un formidable outil de supply chain. Déjà supply chain, tout simplement pour dire, je sais pas, tel ouvrier a interagi avec telle machine pour créer tel objet, par exemple. Donc du coup, vous avez une traçabilité totale de vos produits, un petit peu sur le délire du VeChain, mais aussi, comment dire, imaginez aussi votre voiture dans le futur est autonome. Elle va avoir besoin d'une identité sur le net. Et imaginez qu'elle va se recharger toute seule dans une station. Je fais une image, je fais une image, mais imaginez qu'elle va se recharger toute seule sans vous. Elle va avoir besoin de payer une transaction. Imaginez que du coup votre voiture va toute seule. Elle déclare son identité à la blockchain. Cette blockchain identifie que cette machine a telle wallet, elle est connectée à telle wallet, et du coup elle va pouvoir payer elle-même sa recharge. Pour donner un exemple très simple, c'est ça, IOTA. Donc vous avez ici, bien entendu, l'Internet of Things, les objets connectés à Internet qui pourront, donc votre frigo pourra avoir son identité et commander les choses qu'il identifie qu'il n'a plus dans le frigo, etc. Tout ça est bien entendu très en avant, mais il faut penser aux solutions maintenant de demain. Donc voilà pour le IOTA, un petit peu le fondamental de IOTA. On va maintenant aller voir le prix.
Le prix, bah, tout simplement, et là je vous ai mis déjà, comment dire, la trendline globale, on va dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Princeton pour identifier que cette trendline est baissière et que pour l'instant on n'a pas de structure et qu'on n'est pas de l'autre côté de la trendline. Donc au niveau localisation, c'est pas génial. Néanmoins, au niveau localisation, ce qui me plaît un petit peu, moi, c'est qu'on achète ici, vous le voyez, un support. Hop. Voilà, le support serait légèrement en dessous du point où on est là. Et vous voyez que là, ça fait 3 fois qu'on rebondit dessus. Voilà, enfin, vous comprenez qu'ici, c'est pas une droite pile poil au dollar près, hein. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant, je trouve, d'acheter un support. Il y a autre chose qui me plaît pas beaucoup sur IOTA, c'est que en 2017, on avait tapé les 5,4 $, et là, pendant ce bull run-là, on a tapé que les 2,37 $. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur un coin qui est en train de mourir, en fait, petit à petit? Voilà, vous voyez qu'il il a pas bougé, il n'a pas bougé d'un iota, si j'ose faire la blague. Et donc, faire forte période d'accumulation ici. Ici, ça repart, forte période de distribution. Et ici, là, on est vraiment sur la descente. Par contre, on achète un support. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, rien que pour moi, le fait d'acheter un gros support, c'est quand même un support depuis très longtemps, pour moi, améliore les conditions de localisation, de ne pas être de l'autre côté de la trendline. Par contre, on n'a pas de structure. Donc, pardon, on pourra attendre d'avoir une structure ici, une structure pas loin de ce support-là. Est-ce qu'on a une structure vraiment, comment dire, dans des proportions un peu plus... Non, on n'a pas de structure là, vraiment. On a eu un début de structure ici, vous voyez, tac, 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 ce W là, ici, qui se crée en daily. Euh, donc oui, on l'a eu, on est sur un retracement après structure. Si on avait fait un nouveau plus haut ici, là, ça aurait déjà été pas mal. Si on n'avait pas fait de nouveau plus bas, non, il n'y a pas, non, il y a pas de structure. Le momentum, qu'est-ce qu'on a? On va quand même garder le prix sous les yeux. Qu'est-ce qu'on a sur le momentum? Bon, ici, on a un petit peu de divergence, on va dire. C'est-à-dire que le prix descend, le RSI monte là sur toute cette période-là. Ici, on avait une baissière, vous voyez que c'était l'inverse. Ici, on a une baissière cachée qui est assez énorme, vous le voyez, sur plusieurs semaines. Pop, 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 pop. Donc là, vous voyez que le prix descend et le RSI monte. Donc là, on est au-dessus du prix. Et ici, à l'inverse, on a une haussière cachée, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Le prix descend et le RSI monte. Donc, c'est pas une cachée, ça, c'est une vraie. Donc là, on est vraiment peut-être sur un endroit où le prix, sait plus trop quoi faire. Ici, momentum en daily qui est plutôt dans les mains des bears. Vous voyez que ce mouvement-là, là, les mouvements d'achat, en gros, sont de moins en moins forts et les mouvements de vente sont de plus en plus forts, donc plutôt dans les mains des bears. Sur le cypher, rien du tout, si ce n'est qu'il nous avait donné un point d'achat ici. Donc voilà, il y avait quand même un petit trade à prendre de 0,60 à 0,90, donc un petit 30% dans les gencives. C'est enfin plutôt pour avoir les dents blanches. Et on a un OBV qui est très très joli. C'est-à-dire que malgré une évolution du prix très baissière, l'OBV augmente. Donc on peut imaginer que cet asset est plutôt en train d'être accumulé ici. Si on regarde que le Cypher, on va dire sur le long terme, en tout cas depuis ce sell-off là, on n'a que des divergences haussières qui s'accumulent. Donc rien que pour l'OBV et ces divergences haussières là qui s'accumulent, on va dire que le momentum est bon. Donc globalement, qu'est-ce qui nous manque juste pour pouvoir investir sereinement là-dessus? Il nous manque la structure, d'accord? À partir de là, si on fait les niveaux de prise de profit depuis mars dernier, oui, j'ai oublié de parler de l'inflation. Je pense que ce projet est totalement dilué. Oui, il est totalement dilué. On a le max supply à 2 milliards 800 000 qui est totalement sorti. Alors, ensuite, hop, on va faire les niveaux de prise de profit. On va juste regarder si on est en zone de rechargement ou pas parce que j'ai oublié. Zone de rechargement ou pas, pour donner un petit peu de crédit en plus à la localisation, je pense que oui. On est dedans en plein, on est plutôt sur le bas même de la zone de rechargement, sachant que le support que je vous ai présenté tout à l'heure représente le bas de la zone de rechargement, donc ça pourrait être quelque chose d'encourageant.
Ensuite, les niveaux de prise de profit. Et là, on va faire rapide, hein. On va faire ici un niveau pour les 0,618, un potentiel niveau à 100%, un niveau à 1,618, 2,618, 3,618. Vous voyez que je les mets légèrement en dessous, hein, parce que tout le monde fait comme moi. Donc, du coup, ça me permet de les toucher. Bon, tout le monde ne met pas les mêmes niveaux, mais tout le monde utilise les nombres d'or pour TP. Donc à partir de là, TP, comme je vous l'ai dit, 0,618 et on est sur un TP maximum à 11 $. Donc ça fait quand même un joli x20 à partir de là. Donc c'est relativement intéressant. Maintenant, combien de temps ça peut durer pour faire x20 sur votre investissement? On va aller voir sur Market Cap Off. Market Cap Off et on va prendre le IOTA qui est combien? Qui est 67e en market cap et on va lui donner la... et j'ai dit quoi? Bah tiens, on est peut-être même déjà pile sur le niveau dont je parle. J'ai dit quoi? J'ai dit 11 $. J'ai dit 11,58 $. Donc c'est à peu près ça, vous voyez, 12,15 $. Bon là on est sur Luna. En gros, il faut que... comment dire... ouais, c'est ça. Il faut que Iota fasse une entrée dans le top 11. Bon, sincèrement, moi, j'y crois pas du tout. Donc, on va virer certains à market cap égal. Alors oui, vous allez me dire, on peut faire un énorme bull run où le coin numéro 67 soit l'équivalent du coin numéro 8 dans la market cap du total des cryptos. Bien entendu, bien évidemment que c'est possible. Mais moi, personnellement, j'aurais tendance à dégager tous les niveaux précédents et à juste essayer d'aller chercher le 4,77. 4,77, à partir de là, on sera sur quoi comme place? Donc à 4,77, on sera, je pense, déjà même dans un top 20, hein, facilement. Ouais, c'est ça, au-dessus de Chronos, on sera dans le top 20. Donc, objectif assez présomptueux quand même. Si la totalité de la market cap ne bouge pas, ça m'étonnerait que quelque chose sur une narration aussi loin, hein, que le Web 3.0 et l'Internet of Things fasse ce type de mouvement. Néanmoins, on a déjà tapé les 2,60 $. Aller chercher le double, c'est pas non plus déconnant. Ça veut dire que quand on était à une market cap ici de 3 trillions, donc 1,5 fois la market cap actuelle, Iota était dans une certaine hype. Donc du coup, potentiellement, peut-être qu'on peut se dire qu'on peut aller chercher ça. En partant de ce principe-là, pour moi, le plus intelligent à faire potentiellement ici, c'est de réfléchir à ça comme, un petit peu comme un trade. C'est-à-dire que si vous tapez ici les 2,618, donc les 2,20 $, sortir ici un niveau de profit relativement important. Où est-ce que vous pouvez garer votre stop? Tout simplement, pour moi, cette zone d'accumulation-là ne sera pas... elle pourrait être revisitée, mais elle ne sera pas remise en cause. Voilà. Donc là, déjà, si vous rentrez ici sur Iota avec un ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire que ce que vous risquez là, vous risquez 1 et là, vous gagnez 3. Donc vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 3 et avec un prix de stop loss assez bas. Hein, effectivement, on est d'accord que le stop ici, il est à 0,50 centimes. Donc on s'est mis sous toute cette zone d'accumulation-là. Eh ben, vous avez quand même un joli TP à prendre au 2,15 $. Donc 2,15 $. Et là, à partir de là, pour moi, vous sortez quasiment 50% de votre investissement, voire plus, voire 60% ici. D'accord? Comme vous avez fait un x3, ben, finalement, vous avez fait 180%. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc du coup, 60% de votre investissement a été sorti là. Voilà. Ici, vous risquez 1 pour gagner 3. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Donc le ratio est très bon. On a quand même des chances de faire ce mouvement-là. Alors bien entendu, voilà, bon, de toute façon, c'est là, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour Iota. Vous voyez qu'il y avait du plus, il y avait du moins, et ça me paraissait intéressant de faire cette altcoin là en particulier.
Parce que justement, il y a des choses intéressantes à regarder aussi dans les avantages ou les désavantages de rentrer sur quelque chose. Là, on a un OBV qui est très joli. On n'a pas de structure, malheureusement. La localisation, je trouve, est pas trop mal, puisqu'on achète un support. Et pour moi, ça, je le rabâcherai jamais assez souvent, mais l'important, c'est d'acheter des supports et de vendre des résistances identifiées auparavant. Déjà, quand vous aurez tout simplement compris cette base-là, vous allez potentiellement gagner plus de 50% de vos trades, donc être profitable. Pour moi, le deuxième truc hyper important, c'est dans le ratio que je vous ai montré là tout à l'heure, de ne risquer que des trades qui vous permettent de rapporter 2 pour 1. Ça veut dire que vous serez rentable à partir de 33% de trades gagnés. Donc tout simplement, ici, sur un 1 pour 3, vous pouvez risquer 100 trades. Si jamais vous les perdez tous, sauf vous en perdez 75 sur les 100, vous allez être au point mort, donc à break-even. C'est un petit peu ça l'idée. Donc chercher un win rate d'à peu près 50% avec des ratios en permanence de 2 ou 3 pour 1 est un excellent calcul. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais il y avait une altcoin. Donc, comme d'habitude, ça prend du temps de le faire bien. Pour moi, l'idée n'est absolument pas de vous faire du pré-mâché, du pré-mangé, de ne pas vous expliquer toute la démarche, parce que je pense que c'est ce qu'il y a d'intéressant pour vous, c'est la démarche. Alors, bien évidemment, apprendre, ça prend du temps. Mais comme disait l'autre, il n'y a que dans le dictionnaire qu'on trouve le succès avant le travail. Donc travaillez et vous serez successful. Et si jamais enfin voilà, vous comprenez l'idée. Je ne veux pas même donner de leçons à personne. Vous faites en fait exactement, typiquement ce que vous voulez. À partir de là, si jamais vous avez, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, comme d'habitude, activez la cloche de notification et mettez bien un petit like à la fin, s'il vous plaît, c'est vraiment sympa. À partir de là, si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et j'y pensais tout à l'heure, et cette fois-ci, du coup, j'ai une idée, mettez en commentaire le nom d'un prof que vous avez bien aimé, que ça soit au lycée ou ailleurs, un prof de philo, de STT, de ce que vous voulez. En ce qui me concerne, moi, c'est Monsieur Lucet, qui était mon prof de maths en seconde, première, terminale. Et je suis arrivé dans sa classe, j'avais 2 de moyenne en maths. Il m'a toujours dit non, non, mais vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il m'a jamais engueulé, il m'a jamais dit que j'étais nul. Il m'a toujours soutenu, voilà, y compris aux réunions parents-prof. Et du coup, c'était quelqu'un de vraiment, j'espère qu'il est toujours vivant. C'est quelqu'un de très marrant et d'extrêmement ludique au travers des maths. En fait, du coup, grâce à son soutien, j'ai eu en maths 18 au bac. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie en tant que professeur. Je suis pas un grand fan des maths, mais il m'a donné les clés pour pouvoir rentrer un petit peu dans cette société-là des gens qui aiment les maths. Voilà. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente après-midi. Il est 14h41. À très bientôt.